Nous sommes au cœur d'une forêt, en plein milieu de la Chine. Plus précisément, dans l'une des 34 réserves de biosphère du pays, où vivent plusieurs espèces, telles que le léopard des neiges, le macaque tibétain, la grue au cou noir, le tigre de Mandchourie. Mais aujourd'hui, l'animal qui nous intéresse ressemble à un ours au pelage blanc et noir. Une espèce qui, malgré elle, a conquis le cœur du monde entier et qui, par miracle, a survécu au phénomène de l'évolution. Son nom, le panda. Mais comment un animal aussi peu adapté à la survie et dont l'existence semble presque improbable a-t-il pu être sauvé? En grande partie par l'homme. Pour le comprendre, il faut d'abord voir pourquoi le panda est, biologiquement parlant, un survivant malgré lui. Commençons par son alimentation, qui est, comment dire, étrange. Le panda géant, que l'on appellera juste panda, fait partie de la famille des ursidés. Biologiquement, c'est un ours. Il devrait donc, normalement, se nourrir de proies animales. Cependant, le panda se nourrit uniquement de bambou. Cette plante, appartenant à la famille des graminées, possède une tige longue, fine et creuse, généralement verte mais parfois jaunâtre. Principalement présente en Asie, elle peut atteindre plusieurs mètres de hauteur. C'est l'aliment de base de notre animal. Le truc, c'est que le corps d'un panda n'est pas fait pour digérer le bambou. Son système digestif est dépourvu d'enzymes capables de dégrader la cellulose du bambou. Du coup, il assimile seulement 17% de la plante, ce qui fait qu'il est obligé de consommer 10 à 20 kg de bambou par jour. En 2010, des biologistes ont analysé l'ADN complet du panda et ont constaté qu'il possédait toutes les caractéristiques d'un carnivore, à une exception près, le gène lié au goût de la viande. Il y a environ 4 millions d'années, les pandas ont subi quelques évolutions. Un faux pouce, un doigt opposable aux 5 autres pour lui permettre de saisir des objets, et des dents plus plates que celles d'un ours. Et ça, dans le seul but de manger du bambou. Mais pourquoi ces évolutions sont arrivées? C'est sûrement pour deux potentielles causes. Tout d'abord, un manque cruel de nourriture à ce moment-là. Ou alors, il y a plusieurs millions d'années, l'ancêtre du panda aurait partagé son territoire avec l'ancêtre de l'ours brun à collier. Il y aurait donc eu une guerre de territoire pour la nourriture. C'est à ce moment-là que le 6e doigt est potentiellement arrivé, permettant au panda de changer de territoire et de se diriger vers le bambou. Mais comme le système digestif n'est tout simplement pas capable de bien digérer le bambou, il n'obtient pas assez d'énergie pour sa corpulence, et il est donc obligé de manger une grande partie de la journée. À cause de ça, le panda a dû s'adapter une nouvelle fois, en développant des organes plus petits pour économiser de l'énergie, comme le cerveau ou le foie. C'est aussi à cause de leur alimentation que les pandas n'hibernent pas. Contrairement aux ours. Le bambou étant faible en calories et en énergie, ils ne peuvent pas stocker assez de graisse pour hiberner. Mais au-delà de son alimentation peu adaptée, un autre point rend sa survie encore plus compliquée. Sa reproduction, qui est tout simplement catastrophique. Dans la nature, la femelle panda n'est fertile que 2 à 3 jours par an, ce qui laisse une fenêtre de reproduction extrêmement courte. En plus de ça, ce sont des animaux très solitaires, vivant dans des forêts fragmentées, éloignées les unes des autres. Et comme le panda doit manger une grande partie de la journée, il ne parcourt que 27 mètres par heure. Il est donc très difficile de se croiser. Cependant, si par miracle deux pandas de sexe opposé se rencontrent à la bonne période de l'année et que la femelle parvient à être fécondée, elle mettra au monde 1 à 2 petits. Malheureusement, elle en élèvera qu'un seul, puisque le sevrage dure 2 ans. En captivité, la reproduction des pandas est encore plus difficile, car ils montrent peu d'intérêt pour l'accouplement. Ajoutez à ça leur petit pénis de 3 cm, ça devient compliqué.
C'est pour cela que dans les centres de recherche comme à Chengdu, les femelles sont fécondées par insémination artificielle. Mais durant la naissance, il y a un autre problème, puisqu'un bébé panda ne pèse qu'environ 100 grammes, contre près de 90 kg pour sa mère. C'est une différence de poids de 900 fois supérieure. Résultat, la mère peut, sans le vouloir, écraser son petit. Après quelques mois, si le bébé panda survit, il est assez grand pour accompagner sa mère pour leur principale mission de la journée, qui est de manger du bambou, même s'il continue de téter sa mère encore plusieurs fois par jour. Les 2 premières années sont cruciales pour le bébé, puisque le panda est un animal solitaire, et après, il sera laissé seul, à la recherche d'un territoire de bambou. Le panda avait tout pour disparaître, et pourtant, c'est l'homme, le même qui a menacé son existence, qui a fini par le sauver. Mais pour en savoir plus, revenons plusieurs années en arrière. Nous sommes dans les années 1860, dans la province de Sichuan, où le panda mène une vie paisible. Pendant des millions d'années, le panda a vécu loin des hommes, jusqu'en 1869. Une date qui va bouleverser son histoire, et d'une certaine manière, celle du monde entier. Je vous présente le père Armand David, un missionnaire catholique français, mais aussi botaniste et zoologiste. Il est envoyé dans le Sichuan dans les années 1860. En 1869, il discute avec des chasseurs autochtones et l'un d'eux lui propose de voir une pièce d'un animal qui pourrait l'intéresser. Cette pièce ressemble à une peau d'ours à la fourrure noire et blanche. Suite à cette découverte, il expédie cette peau au Musée national d'histoire naturelle de Paris. Mais les musées, qu'ils soient européens ou américains, faisaient la course à qui détiendrait la collection la plus exhaustive, les individus les plus rares. À cette époque, le panda est si rare et surtout si méconnu que tout le monde rêve d'en posséder un. Et à la fin du 19e siècle, vous allez observer avec moi l'émergence de la chasse au panda. Beaucoup de chasseurs, d'explorateurs partent en direction de la Chine pour les capturer. Tuer un panda et rapporter sa peau apporte du prestige aux explorateurs. En 1936, une mondaine appelée Rutarkness s'est rendue en Chine et a ramené le premier panda géant vivant aux États-Unis. Un bébé panda appelé Su Lin. Mais 14 mois après son arrivée, il meurt et finit empaillé au Field Museum de Chicago. Les années suivantes, d'autres pandas suivront et débarqueront dans d'autres villes d'Europe et des États-Unis, capturés puis exportés de Chine par des explorateurs occidentaux. En 1938, un explorateur américain au nom de Smith a capturé 12 pandas. Cet explorateur, quelque temps auparavant, avait accompagné une certaine Rutarkness. Après qu'il soit passé inaperçu avec l'histoire de Su Lin, il a décidé de revenir en Chine pour capturer des pandas et les ramener à Londres en bateau. Seuls 5 pandas ont survécu à la traversée. Un bébé panda au nom de Ming est l'une des survivantes de la traversée. Elle est vendue aux zoos de Londres et devient vite la plus populaire. À ce moment-là, alors que Ming se trouve au jardin zoologiste, Londres est sous les bombardements. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Et les médias remarquent alors un phénomène assez étonnant. Peu importe le profil des visiteurs venus voir Ming, tous repartent avec le sourire. Et très vite, le petit panda devient un symbole d'espoir pour toute la nation. Un simple bébé panda a réussi à rassembler un pays entier en pleine guerre. C'est à ce moment que la Chine se rend compte que le panda peut devenir un instrument diplomatique. Durant la guerre, la Chine est occupée par le Japon. Et les États-Unis ont témoigné d'une très grande générosité envers la Chine. Envoi d'argent, de nourriture, d'armes. Mais pourquoi? Eh bien puisqu'en 1941, la Chine est dirigée par Chiang Kai-shek, le leader du Parti nationaliste. Les deux pays sont donc du même bord politique. Et à ce moment-là, le zoo de Bronx veut des pandas. 2 d'entre eux sont donc capturés pour être envoyés aux États-Unis. Panda et Pandy.
Des noms pas très atypiques, mais peu importe, puisqu'ils ont été un outil destiné à renforcer les liens entre les deux pays. Et le montant du soutien des USA à la Chine a dépassé les 4 milliards de dollars. Et c'est ainsi qu'en 1941 naît la diplomatie du panda entre les USA et la Chine, ce qui s'annonce de bon augure pour la suite. Mais en 1949, Mao Zedong fonde la République populaire de Chine alors que Chiang Kai-shek fuit vers Taïwan. La Chine devient alors communiste. Et les deux pays alliés quelques années plus tôt deviennent adversaires lors de la guerre froide. Durant cette période, Mao décide de trouver une mascotte démontrant que le communiste est la meilleure voie à suivre. En Chine, de nombreux animaux, mythiques ou réels, occupent une place symbolique forte, comme le dragon, le phénix, la carpe koi, la grue. Mais ces derniers, faisant référence au passé impérial, Mao et le Parti communiste chinois doivent trouver un symbole évoquant la nation. Et ce symbole fut le panda. Il est connu depuis peu et il n'est donc pas associé au passé de la Chine. Inoffensif et rassurant, il est le symbole parfait pour le pays. Tout au long de la guerre froide, qui avait pour but de décider qui allait façonner l'ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale, la Chine a utilisé la diplomatie du panda pour récompenser ses amis communistes tels que l'Union soviétique et la Corée du Nord. En revanche, aucun pays démocratique n'en a reçu. Au début des années 50, aucun zoo américain ne parvient à obtenir des pandas pour remplacer les individus décédés. Surtout que le panda ne se trouve que dans les forêts des régions montagneuses du sud-est de la Chine. C'est ce qu'on appelle une espèce endémique. Dans les années 60, il ne reste que 2 endroits où l'on peut retrouver des pandas hors de la Chine. À Londres, avec une panda nommée Chichi, et en Union soviétique, avec un panda nommé Han Han. La Chine et l'Union soviétique ayant eu des différends politiques, l'Union soviétique ne peut plus obtenir de pandas de la part de la Chine. Vous le voyez venir ? Le Royaume-Uni et l'Union soviétique, malgré leurs camps opposés dans la guerre froide, décident de faire s'accoupler les 2 pandas. En 1966, Chichi part pour le zoo de Moscou. Cependant, même si cela arrive un peu moins que les humains, les animaux peuvent aussi avoir des différends. Et la reproduction n'a pas marché. Ce qu'il faut retenir, et ce qui est important, c'est que cet animal, le panda, parvient à aplanir les divergences entre certains pays, même quand le contexte géopolitique est aussi tendu que la guerre froide. Cette grosse boule de poil a l'air d'assagir les pays. Dans les années 70 en Chine, le pays est pauvre. Il y a très peu de télévision, peu de téléphones fixes, les Chinois lisent le quotidien du peuple, mais on relatait essentiellement des événements politiques. On parlait de très peu d'autres choses, comme les faits divers, les sorties cinéma, les résultats sportifs, les animaux. Mais en 1972, le président Richard Nixon se rend en Chine pour espérer rétablir les relations entre les deux pays. Et ces derniers ont fini par convenir que la Chine enverra des pandas au zoo de Washington. Ling Ling et Ching Ching forment alors le premier couple de pandas offert à un pays démocratique. Et cet événement est en revanche très médiatisé dans le but d'aider la Chine, puisqu'en 1972, ce n'est pas le pays que l'on connaît. C'est un pays déshérité avec une économie en ruine. Alors que les USA, c'est tout le contraire. Dynamique, riche, puissante. Ce nouveau lien se répercute sur les autres pays démocratiques. À cette époque, le président chinois redoute une attaque soviétique, conséquence des tensions apparues dans les années 60 entre les deux puissances. La Chine cherche donc à se rapprocher d'un nouvel allié stratégique, les États-Unis. Et dans les années 70, elle entame alors une campagne diplomatique inattendue, en envoyant des pandas dans les pays considérés comme opposés à l'influence soviétique, comme le Japon, la France, l'Allemagne, le Mexique ou encore l'Espagne. Ces pays seraient un rempart contre l'Union soviétique. Surtout que quiconque, croisant le regard d'un panda, tombe immédiatement sous son charme.
Le panda se démocratise donc aux yeux du monde entier. Nous sommes en 2000. Un autre couple de pandas vient remplacer Ling Ling et Tsing Tsing qui étaient arrivés aux États-Unis pour sceller la reprise des relations entre les deux pays. Mais ce couple de pandas arrive aux eaux de Washington pour une raison différente. Alors, avant ce transfert, les pandas étaient donnés au pays. Là, il y a maintenant un contrat. Et selon les termes de celui-ci, la partie américaine versera à la partie chinoise un demi-million de dollars par an pour chaque panda. La partie américaine contactera une assurance d'1 million de dollars par an. Et si un panda meurt, les États-Unis devront débourser 800 000 dollars. La Chine n'est pas bête. Elle sait que le zoo tient au panda et qu'elle est en position de faire monter les prix puisque le panda appartient à la Chine. Elle a cessé d'offrir des pandas pour passer à un système un peu plus intéressant, un prêt payant. Les États-Unis sont prêts à payer le prix fort, donc pourquoi se gêner? Comme tout pays, la Chine veut s'enrichir, qu'elle soit capitaliste ou socialiste. Le pays veut devenir riche, puissant, et il veut que le peuple vive le mieux possible. Donc, de plus en plus de couples de pandas seront prêtés à travers le monde, pour une somme s'élevant à 1 million de dollars annuels. Je vous laisse observer ce graphique, fait par mes soins. On observe une corrélation assez claire, plus un pays commerce avec la Chine, plus il accueille de pandas. Seuls ces deux points vont nous intéresser. Avec l'exemple du Japon, qui échange pour environ 300 milliards de dollars avec la Chine, résultat 9 pandas, et tout en haut à droite, on retrouve les États-Unis, avec un volume commercial 2 fois supérieur à celui du Japon, ce qui fait 11 pandas. La stratégie de la Chine est très simple pour s'enrichir, devenir l'atelier de la planète. Elle prête des pandas à un pays, cela renforce les échanges commerciaux, ce qui rapporte plus d'argent à la Chine. C'est un cercle vertueux pour elle. Ces 10 dernières années, la Chine a prêté des pandas à Singapour, en Malaisie et en Indonésie. Les affaires étrangères connaissent bien la valeur des pandas. Et vous commencez à le comprendre, mais la Chine n'envoie pas des pandas à n'importe qui. Elle choisit des partenaires stratégiques, soit pour exploiter leurs ressources, soit pour des raisons géopolitiques. En 2016, un bateau chinois est repéré dans une zone maritime riche en poissons, en mer de Chine méridionale, un territoire revendiqué par la Chine, mais légalement appartenant à l'Indonésie. Cet incident provoque de fortes tensions entre les deux pays, pourtant, un an plus tard, en 2017, les présidents des deux nations se retrouvent à Pékin. Et parmi les sujets abordés, ils en viennent à parler des pandas. Cette discussion apaise les relations et un accord est trouvé. L'Indonésie recevra des pandas et un soutien financier de la Chine pour des projets de développement comme la construction d'immeubles. La Chine a aussi envoyé des pandas vers ces 3 pays de l'Asie du Sud-Est, puisque ces derniers chevauchent un parcours maritime stratégique, le détroit de Malacca. Puisque 80% du pétrole importé par la Chine passe par ce détroit, le but était de renforcer ses relations avec ces pays. Mais malgré que la Chine prête ses pandas dans de nombreux pays, la population chinoise reste très avertie sur la prise en charge des pandas. En Malaisie, tout le monde sait que les pandas sont très bien traités, comparé à d'autres endroits. En octobre 2024, c'est assez récent, les USA ne possèdent plus aucun panda sur son territoire, après le départ des 4 derniers pandas aux eaux d'Atlanta. Mais comment ça se fait? Eh bien, parce qu'il est là. The United States has just announced tariffs on another $200 billion in Chinese-made goods, for a total so far of $250 billion. En 2018 et 2019, il impose des droits de douane sur les importations chinoises. Le produit devient donc plus cher pour le consommateur, rendant la Chine moins attractive. Et Trump sape la stratégie première de la Chine, qui, je vous le rappelle, est de devenir l'atelier de la planète. Elle fait de même sur les produits américains et commence alors une guerre commerciale. Pourtant, à peine 10 jours après leur départ, Trump annonce déjà l'arrivée de nouveaux pandas aux eaux de San Diego. Malgré les tensions que l'on connaît tous entre la Chine et les États-Unis, qu'il s'agisse de technologie, de commerce ou de géopolitique, une chose semble faire l'unanimité. La diplomatie du panda met tout le monde d'accord. Mais au fond, pourquoi lui ? Pourquoi le panda est-il devenu un symbole aussi puissant, capable d'apaiser des tensions diplomatiques et de devenir un atout stratégique dans le commerce de la Chine ? Depuis 1949, les pandas ont le statut de trésor national, et les humains veulent désormais le protéger en grande partie pour son apparence.
Sa tête ronde, ses grands yeux, ses petites oreilles et sa démarche maladroite ont conquis l'homme. Il a un comportement très maladroit, il roule, tombe, grimpe mal. Il donne l'impression d'un animal un peu paumé, ce qui le rend attachant. Ce qui est fou, c'est que c'est sa beauté, son charisme, ce que vous voulez, qui garantit le succès diplomatique. S'il aurait ressemblé à ça, le monde ne serait pas pareil. C'est assez fou dit comme ça. On parle souvent des avantages du beauty privilege. Eh bien, le panda en est peut-être l'incarnation. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a failli disparaître, longtemps menacé d'extinction. Pendant des décennies, le braconnage a décimé les populations de pandas. Leur fourrure très prisée se vendait à prix d'or. Des chasseurs n'hésitaient pas à traquer ces animaux, pourtant discrets et inoffensifs, parfois même au cœur de leur dernier refuge. Mais le danger ne venait pas seulement des balles, il venait aussi des tronçonneuses. La déforestation massive, notamment en Chine dans les années 1950 à 1980, a détruit des pans entiers de forêts de bambou, privant les pandas de leur seule source de nourriture. Leur habitat naturel s'est donc effondré, les forçant à se replier sur des zones de plus en plus restreintes et isolées. Dans les années 80, il restait un peu plus de 1000 pandas à l'état sauvage. En 1990, le panda est classé en danger par l'UICN. Pour préserver l'espèce, la WWF a suggéré au président chinois de ne prêter les pandas qu'à long terme. Il y a comme un objectif noble de la part de tous ces pays réunis pour faire perdurer l'espèce. L'homme aime ce qu'il pense pouvoir sauver. Et le panda est donc devenu un symbole fort, un symbole de paix et d'amitié internationale. Mais il ne faut pas oublier que même si la Chine affectionne particulièrement le panda, elle l'utilise à des fins stratégiques. Tout n'est jamais totalement blanc ou noir. La Chine utilise des pandas à des fins commerciales et diplomatiques, mais en retour, elle investit des millions dans les réserves naturelles, notamment dans les montagnes du Sichuan, où vivent les derniers spécimens sauvages. Ces zones protégées interdisent la chasse, limitent la déforestation et favorisent la plantation de forêts de bambou. Petit à petit, ces sanctuaires deviennent de véritables refuges pour l'espèce. Mais la portée de ces actions dépasse largement le cas du panda, car en protégeant cet animal emblématique, on protège tout l'écosystème qui l'entoure. C'est ce qu'on appelle une espèce parapluie, une espèce qui couvre d'autres espèces, comme un parapluie. Car en la protégeant, on protège son habitat et toutes les autres espèces qui y vivent. Donc, même si on ne s'occupe que du panda, des centaines d'espèces profitent indirectement de cette protection. Il s'agit d'une stratégie de conservation efficace. Elle permet de sauver le milieu dans lequel vivent les pandas et les animaux qui intéressent moins les gens, comme le muntjac ou le panda roux. Aujourd'hui, grâce à tous ces efforts, l'espèce est passée du statut en danger à vulnérable. Ce n'est pas encore gagné, mais c'est une victoire symbolique majeure. Preuve que, lorsque l'homme le décide, il peut réparer ce qu'il a abîmé. Le panda n'a pas été simplement sauvé. Il a permis de sauver tout ce qui l'entourait. Si l'on a réussi à sauver le panda, un animal très peu préparé à la survie, fragile, capricieux en reproduction, victime de l'homme et de notre insouciance écologique, alors on peut sauver bien d'autres espèces. Ce n'est pas une utopie naïve, c'est une démonstration concrète que la volonté humaine peut aussi réparer. Puisque si après le panda, on sauvait le tigre de Sibérie, encore traqué pour sa fourrure, l'orang-outan dont la maison disparaît sous les palmiers à huile, le rhinocéros, décimé pour ses cornes, devenu symbole de pouvoir, l'abeille, discrète ouvrière, sans qui nos systèmes s'effondrent, le vaquita, ce minuscule dauphin du Pacifique dont il ne reste qu'une poignée, ou bien le léopard de l'amour, plus rare encore que certaines légendes. Le panda nous montre que la survie d'une espèce ne dépend pas que de la nature, mais aussi de notre capacité à agir avec conscience, à faire passer le vivant avant l'intérêt immédiat. Et peut-être qu'un jour, ce gros nounours noir et blanc, qui ne demandait qu'à mâchouiller du bambou tranquillement dans sa montagne, aura sauvé
bien plus que sa propre espèce. Il aura réveillé en nous ce qu'on croyait perdu, la capacité de changer. Peut-être qu'en sauvant le panda, on aura commencé à sauver la planète.